enfin c'est déjà mis en location, mais on va bientôt livrer le bâtiment, 60 appartements à Échalon. Échalon qui est une petite commune du Gros de Vaud, qui a 5000 habitants, propriétaire de ces 60 appartements. Allez, on a mis 3 mois. 3 mois pour tout louer. Mais quitte à aller vers un gestionnaire, on a parlé de la fixation des loyers, puis de se regarder, mais est-ce qu'on a fixé assez cher les loyers? C'est dingue. Et on se dit que oui, parce qu'on a analysé avec d'autres propriétaires, en fait, le prix de loyer moyen, personne n'osait se dévoiler, parce que forcément, c'est le premier qui met en location, on prend un risque, etc. Mais non, on est arrivé, somme toute, tous plus ou moins au même prix au mètre carré, et le quartier est intégralement loué, 400 logements, intégralement loués. Livré d'un coup. Livré d'un coup. Ah ouais, livré d'un coup. Échalon, 5000 habitants. Nous, ce qu'on est en train de ressourcer, très clairement, c'est ces villes-là. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Benjamin et Joël de Next Immobilier. Hello les gars, merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'épisode. Merci à toi, bienvenue. Merci. Expliquez-nous rapidement, du coup, aujourd'hui, on va parler de investissement immobilier plutôt institutionnel. Expliquez-nous peut-être rapidement comment est constitué déjà Next Immobilier, le groupe après-demain, comment ça fonctionne. Très clairement, moi je pense que tu l'as vu ce matin en arrivant et en ayant la chance de le portique de sécurité. Tu n'es pas effectivement aujourd'hui dans un groupe immobilier pur et dur. On appartient au groupe après-demain. Après-demain, que fait après-demain? Aujourd'hui, le core business ou le business principal, ça a été créé en fait en 1980. C'est DBE donc c'est très clairement de la pharma. C'est un groupe familial, la famille Mauvernet, deuxième génération, Monsieur Thierry Mauvernet aujourd'hui. Et que fait ce business principal de la pharma? En fait du développement de molécules essentiellement contre les maladies, contre le cancer et les maladies oncologiques. C'est un business qui est très risqué. C'est un business, c'est vrai que sur 10 000 molécules qu'il recherche et qu'il développe, en fait, il n'y en a qu'une qui sort à terme, juste un résultat ou un succès probant. Donc c'est un métier très très risqué. Encore plus long que l'immobilier. Et encore bien plus long que l'immobilier. Enfin, le parallèle est assez semblable, en tout cas pour le développement immobilier, parce qu'on dit que le développement d'une molécule, c'est entre 10-15 ans pour avoir vraiment une molécule prometteuse et porteuse. Et l'immobilier, on le verra peut-être par la suite, mais effectivement, les projets aussi de développement sont très longs, surtout en Suisse. Et en fait, Monsieur Thierry Mauvernet à la tête aujourd'hui du groupe, donc deuxième génération, lui est arrivé à rejoindre le groupe, et lui venant du domaine un peu plus du business, de l'économie, a vite vu en fait un modèle qui était assez risqué, c'est qu'effectivement pendant ces années de développement, c'est extrêmement énergivore en capitaux. Et donc c'est pour ça que dans les années 2000, il a décidé de créer un pôle de diversification. Qui dit diversification, alors on a un département finance, actions, obligations, on a un département private equity, où là effectivement on investit autant dans des sociétés en direct que dans des sociétés dans des fonds de private equity sur différentes thématiques. Également forcément l'immobilier qui nous intéresse aujourd'hui par l'intermédiaire de la société Next Immobilier. Donc voilà, aujourd'hui on peut être actif un peu sur l'ensemble de tous les investissements, ce qui justement nous permet de nous différencier d'un investisseur, je dirais, traditionnel immobilier. C'est qu'aujourd'hui très clairement on a plusieurs cordes à notre arc, et ceci ça nous permet très clairement de se différencier. Et toujours, en fait, la stratégie a toujours été, autant dans la pharma que dans les sociétés de diversification, a été d'avoir de l'impact. Très clairement de l'impact environnemental, typiquement au sein de Next Immobilier, puisque nos immeubles, on a toujours un attrait à que nos immeubles soient le plus propre possible au niveau du développement durable. Et également un impact sociétal, c'est d'avoir un impact, en tout cas pour nos locataires, ils bénéficient de plusieurs services, et on essaie vraiment de créer une communauté à l'intérieur de nos immeubles pour que le locataire soit en gros fidélisé. Pour les autres investissements, l'impact environnemental est exactement la même chose, sociétal également, où là on a vraiment des thématiques qui nous intéressent au niveau private equity. Il faut effectivement qu'il y ait de l'impact sociétal et environnemental sur ces investissements également. On fait un petit peu d'immobilier international, pas par l'intermédiaire de Next, mais on fait un petit peu d'immobilier international, essentiellement en France. Aujourd'hui, on est aussi investi dans des deals familiaux. Mais aujourd'hui, très clairement, Next Immobilier, c'est vraiment de l'investissement uniquement en Suisse. Ok. Et du coup, vous êtes combien dans la partie immobilier maintenant, donc Next Immobilier? Alors, partie immobilière, aujourd'hui, on est 5. Donc, on a une très petite équipe, gestion de projet. On est identique à la pharma. En fait, l'ADN est très, très proche, pharma immobilier. Donc, ça a toujours été écrit dans ce sens-là.
C'est qu'aujourd'hui, on est cinq spécialistes, chacun son domaine, et on fait du développement et gestion de projet. Donc, on fonctionne vraiment dans ce style-là. On est les cinq personnes qui sont là ont leurs tâches et activités propres. C'est 5 spécialistes. Et Ça n'a rien à voir avec la pharma. qui n'a rien à voir avec la pharma, mais la pharma gère aussi ces développements de la même façon. Je veux dire, on ne crée pas des médicaments à l'interne, on développe des molécules partout dans le monde. Donc c'est assez proche. Si on peut avoir un ratio, c'est assez proche quand même au niveau de la manière de fonctionner et l'ADN du groupe, quoi, très clairement. La chance qu'on a chez Next Immobilier, c'est la capacité en tout cas la possibilité de participer à toutes les étapes du processus de durée de vie d'un immeuble. C'est-à-dire qu'on est là de la prospection foncière, l'acquisition, au développement, construction, et puis au niveau de la gestion de l'immeuble. Donc ça, c'est... Ok. Donc vous faites tout. Est-ce que vous, dans vos investissements, vous occupez principalement du développement, mais après vous vous occupez de la gérance aussi à l'interne? Vous gardez tout à l'interne? Non. Alors justement, d'où la petite équipe. On va pas réussir à gérer nos immeubles, enfin l'intégralité de nos immeubles. Donc effectivement, on développe. Ce que Joël dit, c'est qu'on est présent sur tout le processus immobilier. Donc on fait de l'immobilier à 360. On va faire du développement jusqu'à la gestion de l'immeuble. Mais quand on parle de gestion de l'immeuble, on sous-traite en fait nos immeubles à des gérances locales. Puisque effectivement on n'aurait pas l'équipe pour, et on n'a pas le souhait, parce qu'on n'est pas une gérance, c'est pas notre souhait d'intégrer ou d'internaliser. Il y a certains propriétaires qui l'ont fait. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions, mais aujourd'hui je pense que le fait de travailler surtout avec des gérances de proximité, ce qui est important pour nous, c'est là où vous faites la différence aussi, c'est que la personne elle va connaître le marché. Je dis toujours, c'est les gérances nationales auraient probablement aussi leurs avantages, mais effectivement d'avoir la gérance sur place, la gérance valaisanne, la gérance neuchâteloise, la gérance du Gros de Vaud par exemple, qui va vous dire et qui va justement vous faire du fine tuning au niveau du revenu locatif, qui va vous permettre d'avoir 20, 30, 40 francs de plus sur les loyers, et également faire la différence, être juste, en fait, parfaitement positionné par rapport au marché. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Ok, parce qu'aujourd'hui vous investissez partout en Suisse romande, ou bien vous avez des secteurs de... Alors en Suisse romande, on investit partout en Suisse même, je dirais. Alors on a pas d'expérience en Suisse alémanique, mais on s'arrête pas à la Suisse romande. Au contraire, on a même plutôt des velléités aujourd'hui d'expansion sur le territoire national. On est propriétaire de 2 sites relativement importants. Le premier à Schlieren, dans la périphérie de Zurich. Le deuxième à Bâle. La particularité de la Suisse alémanique, c'est qu'on la connaît peu. On est nous-mêmes établis ici à Lausanne. Donc c'est vrai que c'est difficile d'être réactif et parfaitement au courant des meilleures opportunités en Suisse alémanique. Alors aujourd'hui, on le fait via un réseau de prescripteurs, de partenaires. Typiquement pour ces deux opérations qui sont quand même relativement importantes. On te disait tout à l'heure qu'on participait à l'ensemble du processus, de l'acquisition au développement, etc. Là, on se profile plus sur des produits finis, sur des projets en entreprise générale. On achète vraiment un produit fini plutôt qu'on le fabrique. Donc, on a cette difficulté-là. Ça fait quelques années qu'on essaye de travailler, de plus appuyer sur la prospection en Suisse alémanique. On voit passablement d'opérations. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus à l'aise en Suisse romande, où on a la majorité de notre portefeuille. Aujourd'hui, je dirais, alors j'ai pas les chiffres, mais on doit être, en termes d'immeubles, en tout cas, à 80% de notre portefeuille. Complètement, ouais. Ce qui est dur, je pense, en Suisse alémanique, forcément, c'est la langue, dès le départ. Et puis, c'est vrai qu'après, par la suite, c'est aujourd'hui, quand on reçoit des dossiers suisse allemands, très clairement, c'est que ça n'a pas fonctionné suisse allemande. C'est que les investisseurs suisses allemands, pour la plupart, ils n'ont pas eu un grand intérêt à investir dans cet objet, ou que c'est des objets très compliqués. Alors nous, on aime les objets très compliqués parce que c'est là qu'on estime pouvoir faire la différence. Mais aujourd'hui, on souhaite investir le marché suisse allemand. On ne sait pas encore comment on le fait. On a eu des partenariats avec des personnes de la place, etc., qui n'ont malheureusement pas encore donné leurs fruits. Mais j'ai bon espoir qu'on arrive quand même à aller un petit peu plus loin et passer cette fameuse barrière psychologique romande, parce qu'effectivement sur nos 34 immeubles environ, nos 850 appartements, voilà, on a que 2 immeubles qui représentent environ 150, 180 logements.
Par rapport au portefeuille, c'est minime. Et par contre, où je pense qu'on peut vraiment faire la différence, en tout cas pour notre position, qui est une position privée, qui n'est pas position soumise à la FINMA, donc avec beaucoup moins de contraintes qu'un fonds traditionnel, un fonds immobilier traditionnel, en fait, qui est ouvert aux investisseurs, c'est la flexibilité, l'agilité. C'est que typiquement, dans un de ces deux projets-là, à Bâle, on était un troisième, il y avait un pool d'investisseurs institutionnels vaudois. Et on a été en fait le troisième investisseur pour pouvoir diversifier et répartir le risque. Et ces gens-là, ces grands institutionnels vaudois, ou d'ailleurs, nous aiment beaucoup parce qu'on est flexible, parce qu'on n'a pas un comité d'investissement tous les 6 mois, parce qu'on est rapide, on dit oui, non, on est convaincu, on n'est pas convaincu. Et puis pour eux, c'est du pain béni. Ouais. Parce que si s'associe à un autre institutionnel, voilà, on retourne dans cette longueur administrative, cette longueur de comité d'investissement. C'est oui, c'est non, on avance un pas, on recule de 2. La bonne personne n'est pas là aujourd'hui pour signer, c'est pas possible. Il faut que je revienne dans 3 mois. Je vous fais une offre conditionnée, etc., etc. Ouais. Nous, c'est pas le cas. Nous, on est convaincus. Ça, je parle surtout aussi de ton contrôle, même si on est convaincu d'un dossier, 3 semaines, allez, 1 mois, on fait de la due deal, on achète l'immeuble. On pourrait même aller plus vite. Ah ouais. C'est hyper efficace parce que c'est justement la question que j'allais avoir. C'est vu que vous faites partie d'un gros groupe, c'est souvent la différence entre parce que la majorité des épisodes que j'ai fait, c'est des investisseurs privés ou bien des petits investisseurs, mais là vous faites quand même partie d'un gros groupe. Vous n'avez pas de problème de prise de décision et de hiérarchie un peu dans les prises de décision. Non, alors on a cette chance-là et cette volonté-là de la part de notre président, c'est de réfléchir aussi comme une start-up. Okay. Au-delà du fait qu'on soit un grand groupe, donc il y a cette volonté. Et puis d'un point de vue pratique, c'est vraiment le cas. Nous, on se rend compte à l'immobilier. On discute avec passablement de confrères pour savoir qu'on a beaucoup de chance d'avoir ce processus décisionnel qui est ultra court. En résumé, ça se passe autour d'une table à raison d'une fois chaque 2 semaines ou une fois par mois ou ponctuellement en fonction des affaires. On a le président décisionnaire autour de la table avec lequel on discute du projet et puis go et no go, ça va généralement relativement vite. D'autant plus qu'on a la chance d'être en 100% de fonds propres sur des opérations qui sont même relativement conséquente, donc on a cette chance-là, on en est conscient, et on essaie de le communiquer, parce que comme le dit Benjamin, c'est un réel plus qu'on a sur des opérations, et en tant que partenaire, on a cette possibilité d'aller extrêmement vite. Ouais, c'est hyper important, c'est les bonnes opportunités, c'est des prises de décision rapides. Après, on voit aussi de plus en plus des appels d'offres structurés, où la vitesse de frappe n'est plus si importante que ce qu'elle pouvait l'être il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on fait face à des commercialisations qui sont très structurées, qui prennent du temps. Aujourd'hui, les propriétaires se mettent entre 3 et 6 mois pour faire une vente immobilière, à part sur des cas très, très, très spécifiques, mais qu'on rencontre très peu au cours de l'année. Ouais. Bah, ça, vous avez, d'ailleurs, parce que tu dis que ça a changé un peu, mais ça a changé tout récemment avec les incertitudes qu'on commence à avoir avec l'évolution des taux, les gens qui achètent moins, les caisses de pension peut-être qui investissent moins, les taux qui ont changé, qui sont plus négatifs du coup, qui changent la donne, ou bien ça a changé déjà avant. Est-ce que vous sentez une évolution? Moi, je pense un petit peu avant. Enfin, en tout cas, avant la baisse des taux. Enfin voilà, l'immobilier s'envole, donc forcément les gens ils se disent, ok, je peux le faire rapidement à ce prix-là, mais si j'attends un mois de plus, je peux avoir 10-15% de plus sur la vente. Enfin, j'estime que, mis à part si tu as un impondérable, tu dois absolument te dessaisir de ton immeuble, tu te dis 10-15%, tu vas aller les chercher. Enfin, j'ai un peu cette impression-là. Donc, je pense que c'est déjà depuis un certain temps. Nous, je pense où on a la flexibilité et la rapidité, où on peut vraiment être différencié par rapport à d'autres investisseurs, c'est les histoires où les dossiers compliqués. C'est où il faut un droit de superficie, où il faut un droit d'option, où il faut peut-être lui faire un appartement dans l'immeuble au propriétaire. Et c'est toutes ces affaires un petit peu différentes qui nous en tout cas nous permettent de nous différencier. Et la rapidité forcément qui est astreinte à ça. C'est vrai qu'on arrive à faire. Je pense qu'aujourd'hui, comme on peut tout imaginer. On peut même acheter un terrain nu sans permis de construire, ce que beaucoup d'institutionnels ne peuvent pas faire. On se doit justement d'être inventif, d'être innovant, puis hyper flexible. Voilà, le propriétaire aujourd'hui, on sait tous, c'est compliqué, les projets d'aller chercher ressourcer, c'est hyper compliqué. Et voilà, aujourd'hui on se bat sur quoi? Le prix. Et nous on se dit il y a le prix parce que forcément le vendeur aura un intérêt à avoir le meilleur prix de son développement ou de son terrain. Mais par contre, nous, on peut lui faire un sur-mesure. On essaye, en tout cas, de lui dire, on fait un sur-mesure avec vous. Et puis, voilà, je disais droit de superficie, mais il y a d'autres possibilités également. Le payer tout de suite, le rémunérer en plusieurs fois. Enfin, voilà, aujourd'hui, on n'a pas de limite.
Ok. Donc ça, c'est un peu le message. C'est s'il y a quelque chose de compliqué, ça nous intéresse très clairement. Ouais, La grande très, très majorité des dernières transactions qu'on a faites, on l'a fait avec des privés. Ok. Avec des privés qui, dans certains cas, ont besoin. Je donne des exemples qui sont concrets, ou que ce soit des divorces ou des successions, ou des questions fiscales aussi qu'il faut traiter dans le temps, par exemple. Ça, enfin, je crois qu'on est, Très clairement. on peut être le bon partenaire sur ce genre d'opération. Ok. Vu que vous êtes en compétition avec des institutionnels, c'est pour des gros projets, vous avez senti une grosse différence avec dans les 2 dernières années, dans les investissements ou dans l'agressivité peut-être Dans les derniers 6 mois, Ouais, les derniers 6 mois, ouais. les dernières années, suivant comment on allait en visite, suivant qui c'est qui avait à la visite, vous partiez. Ouais. Bref, il faut très clairement, il y a des institutionnels, des gros institutionnels très connus, on va peut-être pas en parler là, mais si vous les voyez, vous saviez qu'ils étaient à 2%, 2,5% de rentabilité. Enfin, ils souhaitaient ça. Donc, ok, vous les voyez arriver, cet immeuble, on se regarde avec Joël. Cet immeuble sera pas pour nous. On va pas faire la due deal de la même manière. C'est un peu ça. Donc c'est vrai que c'était très compliqué. Où effectivement on avait des opportunités, c'était des fois les plus petits projets où là ils s'intéressent un peu moins les tout gros, c'est pas le Big Four, mais en tout cas sur certains, donc ça les intéresse un peu moins. Mais c'est vrai que les derniers mois, nous ce qu'on a vu, c'est on n'a pas encore vu de baisse des prix à proprement parler, mais par contre on a vu une sélectivité différente. C'est que typiquement les gros institutionnels ou les gros concurrents, ils vont aller mais plus à n'importe quel prix et plus n'importe quelle affaire. C'est que maintenant il y a l'ESG qui est rentré aussi en ligne de compte très clairement. Ouais. Ils ont des obligations, FINMA, etc. Ils doivent montrer patte blanche au niveau de leurs ESG. Donc ok, acheter un immeuble énergétiquement mauvais, ils peuvent toujours le faire, mais ils doivent avoir un concept derrière. C'est-à-dire que les investisseurs, ils attendent quelque chose derrière. Ok, t'as acheté cet immeuble. Pas de souci, ça fonctionne. Par contre, il est vétuste, tu dois le rénover. Comment est-ce que tu le planifies dans le temps avec ta DCF? Et ça change la donne. C'est qu'avant, ok, dans le fonds de placement traditionnel, vous rentrez l'immeuble, ok, vous allez planifier les travaux, mais vous n'avez plus forcément une obligation pure et dure. Donc là aussi, on voit que il y a certains anciens immeubles, il y a un léger désintérêt. Je parle de léger parce que il y a toujours de l'attrait de l'immobilier, très clairement. Ouais. Mais par contre, il y a moins de monde autour de la table. Les offres sont conditionnées, et ça on n'avait pas vu depuis un moment. Enfin, nous on a fait l'expérience parce qu'on a eu effectivement on s'est dessaisi d'un immeuble l'année passée. On nous a fait des offres, c'était juste pendant l'annonce du taux, l'augmentation du taux futur, et on a eu des offres. Ça je disais, Joël, 20 ans ici, jamais vu ça. Des offres conditionnées à l'augmentation du taux hypothécaire. Donc c'est soit on closait directement, rapidement, aujourd'hui avec le taux hypothécaire annoncé du jour, soit si on se disait, on vous laisse une due deal de 3 mois, il se réservait le droit d'abaisser le prix en fonction de l'augmentation du taux hypothécaire. Et ça, moi, j'ai jamais vu. 20 ans d'immobilier. Donc c'est des signes. Pour moi, c'est très clairement des signes que le marché, forcément, l'obligation aujourd'hui est plus attrayante. Faire de l'immobilier à 1,5%, il n'y a pas d'intérêt. Vous êtes lié à quelque chose. L'obligation, elle vous rapporte la même chose, mais par contre, vous êtes flexible et mobile. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que les investisseurs veulent retrouver un certain taux de rentabilité de leurs immeubles, ce qui n'était pas le cas les années précédentes avec les taux négatifs, quoi. Je sais pas si non, puis avec le temps aussi, on sent aussi que Next Immobilier revient un peu dans la course. C'est vrai que c'était ces dernières années, c'était aussi dur pour nous, représentants de Next Immobilier, de se profiler sur des affaires en tant que bon acheteur. En ce sens qu'on a toujours refusé de surpayer nos immeubles. Comme disait Benjamin, on est privé, on n'est pas soumis FINMA, 100% indépendant. Donc on n'a pas cette obligation, comme certains de nos concurrents, de servir des pensions. Ou des sociétés d'assurance qui sont obligées d'investir. Donc nous, on a été plutôt sur l'expectative ces dernières années. Et on sent aujourd'hui, moi j'ai des apporteurs, des prescripteurs qui m'appellent beaucoup plus en 2023 qu'ils m'appelaient en 2020 ou en 2021. Ah ouais. Donc c'est bon signe. Donc là où certains en ont peur, je serais tenté de dire chez Next, on peut s'en réjouir en disant, voilà, on revient un peu dans la course avec cette capacité aujourd'hui d'être plus concurrentiel qu'on l'était il y a quelques années en arrière. J'ai l'impression que c'est le cas un peu de tous les investisseurs raisonnables. Parce qu'il y a eu un moment vraiment où c'est malsain quand même d'aller chercher à Genève, on entendait parler au cours ensemble. Ouais, tu te rappelles, c'était les rendements de moins de 2%, mais c'est des trucs de fou. C'est qui fait ça? C'est pas viable de toute façon. Et puis sur des portefeuilles importants, parce que tu le fais sur une opération à 5 millions, 10 millions, quand tu as un portefeuille qui fait 5 milliards.
pourquoi pas, mais sur des opérations à 100 ou 200 millions, des taux de rendement inférieurs à 2%, il faut s'accrocher. Il va falloir le justifier d'ici quelques années, surtout. Ouais, c'est ça. Ce qui fait souci, c'est que c'est nos caisses de pension, hein, qui ont acheté massivement certaines de ces rentabilités. Donc oui, très clairement, il y a une inquiétude par rapport à ces achats massifs qui ont eu lieu ces dernières années. Ouais. Nous, je pense, il y a peut-être un problème aussi futur qui va arriver, l'augmentation des taux, mais c'est aussi le financement. Parce qu'aujourd'hui, combien de propriétaires ont fait du levier? Alors, nous, on a 100% de fonds propres. Et c'est vrai, quand on parle aux gens, vous êtes 100% de fonds propres, tout le monde nous regarde avec des yeux d'hibou ébahis. Et pourquoi vous faites pas du levier? Ok, c'est une question qui peut se poser. On aura peut-être dû, sur certaines opérations, faire du levier, mais nous, on prend un risque immobilier. Voilà, on s'est toujours dit, un risque immobilier est, dans le passé, conservateur. Parce que justement, là, ce que je t'ai exposé précédemment, c'est que les risques, c'était intégralement du côté pharma. On prenait assez de risques du côté pharma, donc la diversification devait être conservatrice. Donc nous, on a agi, Next s'est créé 2003, toujours en propriétaire patrimonial, immobilier, conservateur, du résidentiel, etc. Aujourd'hui, il y a certains fonds, ou même certains privés, qui sont massivement quand même endettés. Se poser la question, c'est le jour les taux. Alors aujourd'hui, ils augmentent. Est-ce qu'ils vont augmenter? Est-ce qu'ils vont arrêter ou pas? Enfin voilà, on a personne une boule de cristal parce qu'on fait toujours 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Mais aujourd'hui, probablement, on se dit où on aura peut-être une opportunité avec Next, c'est de récupérer des immeubles. Ouais. Alors j'imagine que les premiers immeubles qui vont être mis en vente parce qu'il n'y a pas de financement, ça va pas être la plus belle des mariées. Ça, je pense qu'on est assez d'accord là, mais peut-être des immeubles qui justement seront anciens, vétustes. Et peut-être qu'ils auront une part de développement à l'intérieur de l'immeuble ou du projet. Donc, et là, je pense on pourrait, nous, en tout cas, se différencier à nouveau sur ce marché-là. Ouais. Les gens ont encore le choix aujourd'hui, peut-être qu'ils l'auront un peu moins d'ici quelques années. Et c'est là où Next Immobilier pourra se profiler. Ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, par rapport donc vous sentez vraiment l'intérêt qui descend, qui diminue pour les immeubles plus vétustes, alors. Notamment peut-être à cause de la L3PL, des LTR, etc., qui limitent grandement l'augmentation des loyers. Je sais pas si on le sent. Enfin, c'est plutôt de la subtilité. C'est assez fin quand même. On voit on retrouve des taux de rentabilité sur les immeubles vétustes. Ça, je parle sous ton contrôle, Joël. Où en fait, on est plus ridicule. Simple exemple, c'est qu'effectivement, il y a 8 mois en arrière, un immeuble des années 70, etc. Si tu faisais une offre à 4,5, 5, parce que tu te dis, ok, je suis un propriétaire institutionnel conservateur, je vais proposer 5 pour que ça me permette en fait de faire mes travaux et de retrouver un immeuble sain. Et puis je suis plus à 5% de rentabilité, mais je suis à 4 ou 3,5 dans une rentabilité raisonnable. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a quelques mois en arrière, si tu faisais une offre à 5%, un immeuble, je sais pas, puis Lutry bien placé, et les gens ils te rigolent au nez. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'on a fait le test. On le sent sur les valorisations. On passe certains premiers tours, parce qu'on passait pas, on le faisait même plus, mais on passait pas sur les premiers tours. Donc là, les gens, voilà, il y a quand même moins d'attrait pour ces immeubles-là. Ouais. On le sent sur les valorisations, mais ça s'explique peut-être par le fait du timing auquel tu intègres les travaux de rénovation, parce que tu sais que tu vas devoir le rénover. Et par rapport à ces DCF qui ont l'habitude de faire ces grands fonds, à quel moment est-ce que j'intègre les travaux de rénovation énergétique? Si je les intègre en année 2 ou si je les intègre en année 10, la valo change un peu. Vous êtes bien placé pour le savoir. C'est ça. Donc peut-être aujourd'hui, les investisseurs ont l'obligation de placer ces travaux en an 1 ou en an 2, alors qu'à l'époque, finalement, les questions énergétiques étaient importantes, mais finalement pas plus que ça. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai sujet. Presque même le sujet numéro 1 quand on parle d'immobilier. Donc aujourd'hui, il ne faut pas les faire dans 10 ans, il faut les faire tout de suite. Et pire, même potentiellement, des gros travaux du coup qui coûtent cher et sans répercussion sur les loyers. C'est ça. Aussi, c'est pris en compte, évidemment, dans les calculs DCF. Complètement. Et d'ailleurs, comment vous sentez ça, vous qui êtes dedans vraiment tout le temps? Parce que j'imagine la majorité quand même de vos investissements sont sur le canton de Vaud. Comment vous sentez l'évolution de la L3PL et potentiellement de la LDTR aussi à Genève? On reviendra après sur la notion de comment est-ce qu'on le sent, mais comment est-ce que nous on le traite. C'est aussi intéressant de dire comment est-ce qu'on réfléchit sur ces notions de hausse de loyer reportée d'après nous. Parce qu'effectivement, c'est difficile d'impacter les travaux sur les loyers à en 1 ou à en 2 à cause de la L3PL, pardon, comme tu le dis. Mais là, cette chance-là, c'est de réfléchir à très long terme. On s'appelle Next Immobilier, on travaille dans le groupe après-demain, donc on est vraiment sur cette perspective patrimoniale de long terme, donc on sait que les travaux sont nécessaires et si on peut pas le répercuter aujourd'hui sur les loyers,
parce que la LTROPL nous l'empêche durant 3, 5 ou 10 ans, à terme, on pourra le faire. On achète nos immeubles pour les garder. On n'est pas des promoteurs. On n'est pas des promoteurs ni Des courtiers. Ouais, voilà. Mais donc on a prochaine question. donc on arrive à mon avis à mieux le gérer que d'autres. Okay. Par rapport à cette LTROPL. Maintenant, voilà, c'est des calculs qu'il faut intégrer. On sait que c'est plus compliqué. Tu parles de la LTROPL, on peut citer aussi le droit de préemption. C'est des nouveaux facteurs administratifs et juridiques qui rentrent en ligne de compte et qu'on intègre dans nos due deal en se disant, bah voilà, c'est un nouveau paradigme avec un interventionnisme de plus en plus important de la part de l'État. Facteur qui va pas s'améliorer dans le temps, d'après moi. Donc on n'a pas le choix que de faire avec. Que de jouer avec ces facteurs. C'était d'ailleurs, j'avais fait un épisode avec Olivier Perrault de l'USPI, et effectivement il m'a dit, on sent vraiment que l'État prend de plus en plus d'importance dans l'immobilier. Et jusqu'où, c'est ça un peu la problématique, ça risque d'être dangereux. Vous avez vécu d'ailleurs un épisode de... On a eu le plaisir de vivre un épisode du droit de préemption. Ça fait tout bête la première fois en fait. C'est d'aller signer un immeuble, se féliciter, de se taper dans le dos et puis pas un mois ou 30 jours après. Pour la petite histoire, c'est le dernier jour du délai en plus qu'on nous a préempté. Enfin, quand ils ont fait valoir leur préemption. Très clairement, le droit de préemption, enfin, moi je pense qu'ils ont d'autres outils. Voilà, on parle de la LTROPL, la LTR genevoise pour contrôler les loyers, etc. Aujourd'hui, d'aller substituer la valeur locative à un propriétaire, en tout cas pour nous, si on parle de notre cas, un propriétaire conservateur qui n'est pas là effectivement pour résilier l'ensemble des baux et puis relouer plus cher, vraiment avec un côté social quand même derrière. Et je voyais pas vraiment l'intérêt de nous préempter cet immeuble. Aujourd'hui, alors c'est peut-être un petit peu dur ce que je vais dire, mais j'ai l'impression, en tout cas sur certaines communes, que ce droit-là est utilisé très clairement comme instrument politique de réélection. Voilà, je mets sur le marché des logements à prix abordable pour faire plaisir à mon électorat. Parce que vous faites pas une politique immobilière avec 16 logements. On parle de 16 logements ou 13 logements. Vous faites une politique immobilière avec un quartier. Voilà, les Plaines du Loup, par exemple, des gros quartiers. On parlait de Letton au début quand on se parlait, Genève. Là, c'est des politiques immobilières que je peux comprendre, où il y a une partie qui doit être à loyer abordable, à loyer modéré. Pour moi, ça fonctionne, c'est très clair. Mais prendre 1-2 immeubles par-ci, par-là, pour faire du logement à loyer abordable, c'est pas une politique immobilière. Vous allez jamais réussir. Tu vas jamais réussir à mettre en place un minimum de logements à des loyers abordables. D'autant plus que si tu procèdes, par exemple, à des loyers, à des grosses rénovations, tu seras contrôlé L3PL. Donc pendant 10 ans, 5 ou 10 ans, si tu fais des grosses rénovations, tes loyers seront abordables. Ouais. Donc pourquoi se substituer à un propriétaire privé alors que la loi, de mon point de vue, nous permet déjà d'assurer en fait ce minima, parce qu'il faut faire des loyers abordables, c'est clair, très clairement, mais la loi le permet déjà. Donc voilà, c'est vrai que c'est... Surtout sur ce type d'opération, pour la petite histoire, c'était, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était une opération qui était assez tricky quand même. Compliqué. Il y avait un sujet... il y avait 2 sujets en cours de jugement au tribunal qui opposaient le propriétaire au locataire. Il y avait une question technique par rapport à la... Mais statique, c'est pire que tout, c'est statique. Par rapport à la portance des planchers. Donc c'était un vrai sujet un peu... Enfin, très touchy, sur lequel comme on le disait avant, vous avez bien travaillé. Sur des sujets particuliers, d'une part, on aime bien, et puis on a l'impression que c'est là qu'on arrive à faire la différence. Et puis là, effectivement, c'était un risque qu'on était prêt à prendre en tant que privé, qu'on assumait, qu'on avait bien analysé. Est-ce que c'est au rôle de l'État de prendre ce genre de risque ? On peut aussi se poser la question. Surtout qu'il s'avère, on a eu l'information il y a quelques semaines, qu'a fait la commune sur ces immeubles, les a simplement cédés sous la forme d'un droit de superficie. Donc, politique du logement, on peut se poser la question, parce que c'est pas elle, je connais pas les détails du droit de superficie, mais c'est pas elle qui va pouvoir l'appliquer finalement, parce que les immeubles lui appartiennent plus. Seul le terrain va continuer à lui appartenir. Donc un produit financier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour la communication, un produit financier. Pour moi, elle met pas des logements abordables sur le marché, elle fait un produit financier. Ouais, et en plus, dans l'immeuble en question, les loyers étaient déjà à prix abordable. Donc, ils rajoutent pas des logements abordables sur le marché. Ouais. Simplement, ils bloquent un immeuble à plus long terme que 10 ans que permet le 3PL pour laisser les loyers abordables. Mais concrètement, ils ne rajoutent pas un seul logement à loyer abordable sur le marché en faisant ça. Ouais, c'est clair. Ouais, ils font vraiment de l'immobilier, quoi. Ils font l'immobilier qui se transforme en finance. Parce qu'après, ils ont un rendement immobilier au droit de superficie. Ouais, exactement. Voilà.
Et bien du coup, comment ils sélectionnent aussi l'acheteur du droit de superficiel? Ils le mettent. Alors, c'est la grande question. En l'occurrence, parce que si c'est un copain. Ouais, alors, c'est la grande question. Communal, c'est un peu discutable comme. C'est la grande question. Puis je crois que l'actualité, bah voilà, je crois que ça s'est passé sur prix. Donc prix, ouais. voilà, prix. Aujourd'hui, bah théoriquement marché public, pas marché public. Enfin, je crois que c'est un petit peu avancé dans les. Alors, je vais pas trop avancé, mais c'est un petit peu avancé. Je crois au niveau où, sauf erreur, il y a quand même au niveau du tribunal, il y a eu jugement. Il y a eu jugement. Ok. Mais aujourd'hui, très clairement, pour le cas là, je crois que tu as rencontré des personnes en plus qui ont eu ce cas là, c'est possible? Non, mais j'ai discuté avec quelqu'un qui discutait avec. Ouais. Bah, c'est un droit de préemption, c'est une chose. Prix du foncier, c'est une autre, parce qu'on a eu aussi l'occasion, nous, de voir ce terrain qui est magnifique, hein, somme toute. Donc déjà là, le prix du foncier, nous, on fait pas de PP à proprement dit. Par contre, sur une opération, si effectivement on aurait été jusqu'au bout et choisi effectivement sur cette opération-là, on aurait été obligé de faire un PP. Très clairement. Donc nous, on s'interdit pas. On se dit toujours, on fait de la location, on veut garder nos immeubles. Par contre, si le projet est important, ou bien si justement, à la place de prendre du levier, on se dit, ben, sur cette partie-là, ça pourrait nous permettre de peut-être vendre une partie au PP, on peut le faire. Okay. Et ça, c'est aussi où on revient attractif au niveau des prix d'acquisition, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on le voit, si on le développe, si on fait que de la loc, forcément, on a un petit peu moins de levier pour pouvoir assouvir l'appétit du vendeur. La valorisation du terrain n'est pas la même. Donc, par contre, on pourrait très bien développer de l'APP pour justement un petit peu contrebalancer ça. Après, pour venir à l'histoire de prix, oui, effectivement, est-ce qu'ils ont fait juste au niveau, est-ce que la commune a fait juste au niveau du choix du superficie? Ça, c'est encore ouvert, quoi. Il y a un vrai problème parce que la durée du droit de préemption est de 40 jours. Ouais. C'est-à-dire qu'une commune, alors la ville de Lausanne a constitué une commission immobilière qui a mandat pour le faire. Mais une commune comme Prix, qui n'est pas équipée pour le faire, d'un point de vue personnel aussi. D'un point de vue du personnel, ça veut dire qu'en 40 jours, tu dois faire un appel d'offres à superficiaire. Yep. Tu dois réunir la commission, les commissions responsables, faire un appel d'offres. Donc ça devient, j'aime pas ce mot, mais c'est quasiment impossible de le faire dans les règles de l'art. Ouais. Donc c'est ce qui semble avoir posé quiproquo, hein. Ouais, c'est clair. Parce que justement, est-ce que la commune vraiment a la compétence de faire de l'immobilier après aussi? Ça, c'est une question à se poser. Ça dépend où. Les grandes communes, peut-être, elles ont tout un personnel qualifié pour ça, qui fait que ça, qui est dédié à ça, éventuellement. Mais les petites communes, c'est pas possible. Non, les petites communes, c'est pas possible. Après, je pense, là, on parle de cas de grandes communes, hein, ou de communes équipées plus ou moins pour faire de l'immobilier. Enfin voilà, ils ont des services quand même des départements de construction, de permis de construire, des commissions d'urbanisation, etc. Les petites communes, déjà, elles ont pas les finances. Hein. Une petite commune de 500, 800, 1000 habitants, elle va pas réussir à acheter un projet immobilier. Je dis toujours, le droit de préemption, il a été un peu biaisé, parce que pour moi, le droit de préemption, très clairement, il était introduit, c'est pour préempter des endroits stratégiques. Un terrain à côté d'une école, un terrain à côté d'une administration communale, oui, ça fait sens. Ok, je vous préempte, je veux m'agrandir dans un futur proche. J'ai besoin d'équipements communaux, j'ai besoin de terrains de sport, ça très clairement, moi je peux totalement l'entendre. Aujourd'hui, je pense que la question elle se pose que pour les grandes communes. Et oui, je serais tenté de dire qu'elles viennent de plus en plus équipées pour gérer certains projets. Mais est-ce que c'est leur rôle? Est-ce que c'est leur rôle? Alors après, dans le canton de Vaud, il y a, mis à part le cas de Prix, que je sache, seule la commune de Lausanne le fait, et qui, elle, est bien équipée pour le faire. Ok. Et il faut s'attendre. Aujourd'hui, on peut se poser la question. Enfin, on a un sujet, pas plus tard que la semaine dernière, en séance avec Benjamin, écoute, on a un chouette truc à Lausanne. Qu'est-ce qu'on fait? Dans un quartier, c'était entre 15 et 20 logements. Un immeuble déjà construit avec des loyers qui sont relativement bas. On était autour des 220 francs du mètre carré. Je pose la question à Benjamin, je lui dis, est-ce qu'on perd notre temps à l'analyser et puis à faire quelque chose, ou on part du principe où de toute façon c'est peine perdue et la commune de Lausanne va intervenir via son droit de préemption? On n'a pas encore tranché sur la question, il faut qu'on en reparle d'ailleurs, mais on a peut-être d'autres chats à fouetter. Et on sait que la commune de Lausanne désormais repousse certains investisseurs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, tant sur l'acquisition d'immeubles déjà construits, sans parler des projets de développement.
Ça, c'est encore une autre histoire. Enfin, tu nous parlais de 9 mois, ça m'a fait sourire. Tu nous parlais de 9 mois pour le projet dont tu... Allez, ma première autorisation. Donc, ta première autorisation. Et Pas puis, d'immeuble de 9 le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai lu ça, je dis, 9 mois, c'est finalement pas si mal pour obtenir un permis de construire. C'est pas Lausanne. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. Donc, C'est fou. tout est devenu très compliqué à Lausanne. Tout est devenu très compliqué dans cette merveilleuse ville qu'est Lausanne, où on aimerait pouvoir en faire davantage. Mais est-ce que les investisseurs fuient pas un peu l'investissement? Moi, je pense clairement, oui. Alors, il restera toujours et nous, on l'a fait aussi, il restera toujours des immeubles stratégiquement qu'on aime avoir dans un portefeuille immobilier bien placé à Lausanne. Mhm. Ok, ça, je pense que ça restera. Mais par contre, pour aujourd'hui développer à Lausanne, il faut se lever tôt, il faut avoir le temps, et il faut prendre un maximum de risques. Parce que aujourd'hui, les autorités ne défendent même plus leur plan général d'affectation, le plan de quartier. On établit un plan de quartier. Par contre, on se réserve le droit de refuser votre permis de construire pour des raisons totalement subjectives. Toi, tu as un bon exemple, un article aussi dans un PGA. Et c'est hyper dangereux. Parce qu'aujourd'hui, moins en moins de propriétaires bien placés vont vous dire je conditionne la vente au permis de construire, parce qu'il ne veut pas vous attendre. Hein. Il y en a 10 qui attendent derrière la porte. Il dit vous êtes bien gentil, ça vous me payez maintenant. Prenez vos risques. Alors, ok, prenez compte du risque. Est-ce qu'aujourd'hui, il est valorisé d'ailleurs? La prise de risque, est-ce qu'elle est valorisée dans le prix d'achat? Je suis vraiment pas sûr. C'est un peu le souci. C'est que le risque de procédure de permis de construire n'est plus valorisé. Et allez-y, et foncez. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des projets sur Lausanne qui ont été, Lausanne arrière, probablement, qui ont été refusés parce qu'il y avait trop d'opposition. Mais par contre, le projet répondait à 100% aucune dérogation. C'est incroyable. Et le politique, il fait quoi? Il dit bon, il y a beaucoup d'opposition, enfin, et un peu en deux chaises. Qu'est-ce que je fais? On passe aux forces, on passe pas aux forces. Et puis la plupart du temps, ils passent pas aux forces et ils ne défendent pas assez leur plan, leur urbanisation. Ils ont décidé de cette urbanisation. Je discute pas des plans qui datent de 1970. Où là, très clairement, j'imagine qu'on peut rediscuter l'urbanisation qui n'est pas la même qu'aujourd'hui. Par contre, les plans récents, ça n'a pas de sens. Dans leur PGA, ils se laissent une porte de sortie en se disant si subjectivement, totalement. D'intégration ou d'esthétique ou. D'esthétique, d'intégration. Ils ont décidé des règles. C'est clairement subjectif. Hein. Et si monsieur et madame, autour de la table, la commission d'urbanisme de la commune, se disent ce qu'on fait, la forme de cet immeuble, etc., un peu haut, pas mal d'opposition, pas de permis de construire, monsieur. Il faut enlever 2 étages. C'est ça. Ouais, mais vous, tu peux pas. Le terrain n'est plus le même. Tu peux pas parce que toi, tu as valorisé ton prix du terrain. Tu as déjà payé ton terrain, c'est fini pour toi. Le train, il est passé. Hein. Mais c'est ce qui est difficile pour nous parce qu'on avait là une fenêtre d'opportunité dans certaines opérations qui étaient super intéressantes. Donc non soumis FINMA, donc on peut faire des choses un peu différentes. Donc c'était de pouvoir acheter des terrains sans les faire conditionner à l'obtention d'une autorisation de construire en force. Donc, et c'est des choses qu'on aimait plutôt bien faire, parce qu'on avait par là la possibilité de baisser un peu le prix en prenant cette part de risque qu'on analysait, en allant voir le politicien, le technicien de la commune. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à Lausanne, on recommandera pas une acquisition ferme sans condition, même si vous êtes allé voir les responsables, qui aujourd'hui prennent de moins en moins de responsabilités, mais qui ont aujourd'hui aussi la transparence de dire, franchement, on peut pas vous le dire. Normalement, vous pourrez le faire, mais faites votre demande, achetez votre terrain, faites votre permis, et puis on verra au moment où vous aurez dépensé quelques millions. Non, mais j'ai parlé avec des promoteurs, autant à Genève que sur le canton de Vaud, c'est parce que c'est là que c'est plus marqué aussi, c'est là où il y a des problématiques de logement. Et ils m'ont dit, de manière générale, qu'ils n'achètent jamais un terrain sans conditionnement de la surface de plancher constructible. En fait, ils fixent simplement le prix du terrain en fonction de ce qu'ils peuvent construire à la fin. Et puis ça s'arrête là. Donc s'ils peuvent construire tout ce qui est constructible, c'est bon. D'ailleurs, ils ont même dit, très souvent, ils prennent les propriétaires en commission à la commune, ils discutent avec les conseils communaux pour montrer à quel point c'est ridicule. Ils ont fait un projet qui respecte, sans aucune dérogation, qui respecte parfaitement le règlement. Et le ou la conseillère communale en phase 2 leur dit au final, là, je sais pas, il manque un peu d'herbe, donc ça va pas jouer, il faut réduire la taille de l'immeuble. Et là, alors nous, on reste, on y croit, on est peut-être un peu téméraire, mais sur certaines opérations, sur certains territoires, on est toujours prêt, même intéressé à des acquisitions sans condition, pour autant que cette part de risque soit reflétée sur le prix.
Ouais, bien sûr. On parlait des problématiques du rendement. À partir du moment où le risque est maîtrisé, ou en tout cas bien analysé, on a, nous, cette possibilité-là, dans certaines conditions, sous certaines conditions, mais de pouvoir l'acheter immédiatement. C'est surtout dû à un changement de paradigme. On parlait qu'on était très conservateur. Effectivement, la création de Next était là pour avoir ce côté conservateur dans les investissements immobiliers. Aujourd'hui, il y a un changement de paradigme. C'est qu'aujourd'hui, les activités pharma se portent très bien. Et en fait, la pharma a moins en moins besoin en fait de nous, voire plus du tout. En fait, ils fonctionnent de leur côté, ce qui nous permet, nous, et pas que dans l'immobilier, private equity, même chose, ce qui nous permet, nous, de prendre des risques supplémentaires en fait sur nos investissements, d'où effectivement certaines acquisitions qui se font pas conditionner comme ceux que tu connais, les promoteurs genevois, mais on aimerait pouvoir réellement, on devrait le faire toujours comme ça. C'est conditionner la promotion, le développement en fonction des droits à bâtir, mais ça, on en est parfaitement conscient. Mais aujourd'hui, on a l'impression que deux choses, on ne nous permet plus forcément de le faire. Et deuxième chose, on nous fait un prix qui ne prend pas en compte le risque. Alors, on va être des équilibristes bientôt. Hein. Ça veut dire, on prend 100% du risque. Quoi. Pour sortir avec une rentabilité finale qui est marché, hein, 3,5, 4, hein, tu sors pas à 5. Hein, donc c'est vrai, ça devient risqué. Mais c'est ce qui me fait dire qu'il devrait aussi peut-être avoir moins de personnes qui se positionnent. Ouais, bien sûr. Sur ces projets-là. Je veux dire un gros institutionnel, mis à part les fonds qui sont équipés pour faire du développement et tout, un gros institutionnel, caisse de pension, des familles, comme je peux appeler, ou conservatrices, est-ce qu'elle va s'amuser à faire du développement pur et dur? Après, je suis pas sûr. Il y a là aussi des restrictions FINMA. Pour certains qu'on n'a pas. Ouais. Donc, sans avoir la possibilité d'acheter un terrain nu de construction et de le développer, certains, enfin la plupart, doivent le conditionner à une autorisation de construire. Ok. Intéressant. C'est ce qu'on a besoin de faire. Ouais. Mais ça rend compliqué à trouver des opportunités après. Ouais, c'est ça. Alors, par contre, il suffit d'avoir un petit immeuble de 3 logements pour justifier d'un rendement, aussi faible soit-il, qui permet une cabane au fond du jardin qui se rapporte 50 balles par mois. C'est si tu peux acheter. C'est aussi les limites de la loi. Hein, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas le droit d'acheter, mais il suffit qu'il y ait un petit quelque chose. On en parle, mais on a tout récemment, enfin la semaine dernière, on a fait. Je sais pas si c'est vraiment. C'est une acquisition de ce type-là. On parle d'une grosse densification. Donc on achète un petit immeuble d'une dizaine de logements pour en faire une quarantaine ou une cinquantaine. Voilà. Là, dans ce cas-là, il a fallu. On l'a pas encore fêté. Parce qu'on a donné le droit de préemption. Ah ouais. Forcément. Pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Mais on a quand même bon espoir que la commune en question se lance pas dans un développement. Oui. Parce que, et surtout il y a une certaine agressivité sur le prix. Donc, là, sérieusement, je pense qu'on va pas préjuger de ce qui pourrait se passer, mais je pense qu'on a bon espoir de pouvoir le fêter dans quelques jours. Ouais. Normalement. Ce qui est encore plus dingue, c'est que ce genre de projets sont nécessaires, surtout dans des villes comme Lausanne ou Genève, où le taux de logement vacant est ridicule. Il manque cruellement de logements, quoi. Et bon, les autorités et la politique n'aident pas forcément, quoi. Et c'est ça. Premièrement, cette dosification, où en plus c'est prévu. Enfin, je dis toujours, si on suit le PGA, on doit dosifier sur ces zones-là. On l'a voté en plus. Hein, on l'a voté. Tout le monde a voté la LAT en 2013, en n'ayant peut-être pas toutes les conséquences non plus par rapport à la LAT. Mais aujourd'hui, on voit très concrètement dans les quartiers qu'on développe, dosifier, mais pas en face chez moi. Aller plus loin, s'il se passe la même chose pour les éoliennes, c'est le même problème partout, c'est que personne veut accepter une dosification dans les centres-villes parce que ça vous gâche la vue, ça vous coupe la vue, ça va avoir des nuisances, vous aurez plus de locataires en face de chez vous, certes, mais par contre, on est, le cas en question ou d'autres cas, on est en face d'un arrêt de métro. Donc, si on peut pas densifier ici, où est-ce que tu vas densifier, en fait, très clairement. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, la plus grosse problématique dans le développement immobilier, c'est les procédures. La lenteur des procédures, déjà, première chose, c'est qu'aujourd'hui, pour développer, tu parlais de 9 mois. Nous, on a un développement, un plan de quartier qui a été arrêté par la LAT, mais on parle de 2009, on est en 2023, donc stratosphérique. Et là, on sait que l'affaire là en question, elle va nous prendre 4-5 ans. J'imagine, si tout va bien. 4 ans, en tout cas, si tout va bien. Et c'est trop long. Il y a trop de positions. À mon avis, il y a trop de personnes qui peuvent faire des recours aussi. Ça devrait probablement, la légitimité de recourir à une construction voisine, elle devrait être mieux définie. C'est quiconque a un intérêt. J'habite la commune, j'ai un intérêt. J'ai un intérêt que cet immeuble se fasse pas en autre de village ou en autre de ville, alors que moi j'habite sur la butte à 2 km.
il y a trop de monde, il y a trop de personnes qui peuvent interagir. On dit pas qu'on doit fermer, c'est pas le but. Il doit avoir, c'est démocratique, il doit avoir des possibilités de position. C'est clair, même nous, si on construit un immeuble à côté de l'un de nos immeubles qui est 5 étages plus haut, qui va prendre les dernières vues des 3 derniers étages, on est obligé de réagir. Forcément, parce que notre immeuble, il va perdre probablement de la valeur sur les loyers des derniers étages. Mais je pense qu'il y a un consensus qui doit être trouvé beaucoup plus rapide. Et ce consensus-là doit être mené par les autorités. Aujourd'hui, défendez votre plan d'affectation. Avec nous, à côté, mais défendez-le. Aujourd'hui, c'est très clairement... en tout cas, nous, les seules fois où on le voit, c'est dans les communes rurales. Ah ouais? Ouais. Communes rurales, là, je trouve que les autorités... Parce que si elles croient au projet, au plan de quartier de ça, elles veulent y aller. Donc, elles sont à côté de vous, elles vont les trouver les opposants avec vous, on va discuter, tous discutent. Et ça se passe, c'est pas plus rapide parce que forcément après il y a le peloton qui intervient, mais par contre elles sont très clairement main dans la main avec nous pour traiter les oppositions, pour essayer de trouver des solutions, et ça c'est agréable aujourd'hui très clairement. Ce qui est le travail de la commune au final, de base. Ce qui est le travail de la commune. Mais je dirais qu'on a un problème quand on se rend compte que construire 15 logements prend autant de temps. Que de développer un médicament qui soignera des millions de personnes. C'est clair. On parlait il y avait la notion anticyclique du développement immobilier et du développement de molécules. Alors malheureusement, on se rend compte qu'on rattrape nos collègues de la pharma sur certains projets. Benjamin parlait de 13 ans. Malheureusement, c'est pas encore fini. Même si on croit qu'on arrive gentiment au bout. Mais aujourd'hui, c'est drôle, vous allez voir comme ça m'est arrivé, où on discute des plannings de développement. Le gars en face vous regarde droit dans les yeux en vous disant un plan d'affectation dans 3 à 5 ans, si tout se passe pas comme prévu, ça sera sous toit. Aujourd'hui, vous faites une planification de ce type-là, il faut compter 10 ans. Un plan d'aménagement sur une zone urbaine, c'est 10 ans. C'est une grosse société de construction suisse alémanique qui avait fait la moyenne des 15 ou 20 derniers projets de développement. Ils étaient à 9,7 ans. Ils étaient en dessous des 10 ans parce qu'ils travaillent beaucoup en Suisse alémanique. Ouais, c'est bon, ça sera plus vite. Ça sera plus vite. Ouais. Il ne doit pas en faire beaucoup sur Genève et Lausanne. Mais on voit que ça se généralise. Genève, d'ailleurs, c'est la commune la plus lente en termes de pour la délivrance des autorisations de construire. Ouais. La moyenne, c'était 500 jours, je crois, par mais projet. je pense qu'à Lausanne, on n'en est pas loin derrière. Je pense qu'ils sont maillot jaune, mais peut-être plus pour longtemps, à mon avis, parce qu'on est très très proche et on voit la LDTR. La L3PL vient de la LDTR genevoise. Un peu de choses. Un peu de retard. Ouais. On y vient un peu plus lentement sur Lausanne, mais on y vient. On vient très très proche des pratiques. Je vois, on a également une commission de l'urbanisme également aujourd'hui. Les projets sont discutés dans cette commission-là. Donc, il y a toutes ces choses qui se rajoutent au fur et à mesure qui rendent notre métier trop compliqué. Et toujours, que tu disais très justement avant, aujourd'hui, il manque des logements. Il faut qu'on puisse assumer une offre de logement. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à l'assumer. C'est fou. Et après, on se plaindre de l'augmentation des loyers. Enfin, c'est un peu le serpent ou le cercle vertueux ou le serpent qui se prend la queue, mais c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Ouais. Il y a un problème de délivrance de permis de construire si on fait référence aux statistiques. 2013, année où on a voté la loi sur l'aménagement du territoire, c'était des délivrances de permis à hauteur de entre 50 et 55 000. Je parle sur l'ensemble de la Suisse. On est aujourd'hui 10 ans plus tard à quelques 35 000, donc moins 30%, quelque chose dans le genre. Donc, c'est énorme. Alors que le flux migratoire, enfin l'évolution démographique reste la même. On parle de 0,8 de l'an. Donc il y a un problème. Bon, moins 12% 2022-2023 de permis de construire délivrés. Enfin, voilà. Aujourd'hui, on va en tout cas pas dans un relâchement de loyer ou un abaissement des loyers ou une stagnation. Enfin, clairement. Et du coup, les prix montent. Ça, là, c'est aussi une grosse discussion. Les prix aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on annonce. Ils se stabilisent, peut-être qu'ils vont baisser, on s'attend tous à une crise, ça baisse ailleurs, mais on est quand même dans une problématique ici insoluble. Hein. Ouais, alors compliqué. Voilà, les critères, on les a dit, hein, démographie, permis de construire, immigration. Tant qu'on n'arrive pas à trouver un juste milieu et fournir des logements en suffisance, ou que l'immigration, mais ce serait pas une bonne chose pour l'économie suisse, diminue drastiquement, c'est insoluble. En plus, pour construire un projet, c'est 5 ans. Donc, même si on mettait l'accélérateur aujourd'hui, pour l'inertie, exactement. L'inertie immobilière, elle est parfaite, le mot est parfait pour choisir. L'inertie immobilière, elle mettrait des années à qu'on se retrouve dans une situation
Enfin, vous qui êtes expert de valeur vénale, un acheteur, un vendeur, ou un locataire, un appartement, ça mettrait des années, ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, d'arriver à un taux de vacances, je crois que le taux de vacances, c'est quoi, 1,5, où on dit qu'effectivement, c'est un taux acceptable par rapport à le locataire a quand même le choix de se loger ailleurs. En tout cas, dans les grands centres, on n'est pas près d'arriver. Et aujourd'hui, je pense que cette problématique, elle se déplace aussi ailleurs, parce que nous, les grands centres, on a parlé compliqué, cher, position, temps, timing, etc. Donc, aujourd'hui, nous, on essaye aussi de développer très clairement des seconds centres, des villes de moyenne importance, très bien desservies par les transports publics. Et là, on voit, on vient de... Enfin, on va bientôt mettre... c'est déjà mis en location, mais on va bientôt livrer le bâtiment, 60 appartements à Échalon. Échalon, qui est une petite commune du Gros-de-Vaud, qui a 5000 habitants. Il y a un grand quartier qui se construit là. On est propriétaire de ces 60 appartements. Allez, on a mis 3 mois. 3 mois pour tout louer. Mais quitte à aller vers ma gestionnaire, on a parlé de la fixation des loyers, puis de se regarder, mais est-ce qu'on a fixé assez cher les loyers? C'est dingue. Et on se dit que oui, parce qu'on a analysé avec d'autres propriétaires, en fait, le prix de loyer moyen. Personne n'osait se dévoiler, parce que forcément, c'est le premier qui met en location, prend un risque, etc. Mais non, on est arrivé, somme toute, tous plus ou moins au même prix au mètre carré, et le quartier est intégralement loué, donc c'est 400, il y a de la PPI aussi, mais c'est 400 logements intégralement loués. Livré d'un coup. Ah ouais? Livré d'un coup. Échalon, 5000 habitants. Ok, il y a un train, il y a l'EB qui arrive à Lausanne, il y a un futur gymnase. Voilà, en fait, c'est à nous ce qu'on est en train de ressourcer très clairement, c'est ces villes-là. Dynamique, campagne, mais quand même avec des moyens de communication, une vie sociale à l'intérieur, parce qu'on voit qu'aujourd'hui les gens, il y a quand même certaines personnes souhaitent un peu plus de tranquillité. Aujourd'hui, il y a le télétravail. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus forcément besoin de venir tous les jours à Lausanne. Donc, le fait de ne pas venir tous les jours au travail pour certains métiers, vous dites, mais je serais peut-être bien mieux à Échalon, campagne, dans un complexe écoquartier. Où mes enfants sont à l'école en face, et même ils grandiront, l'école, il y aura le gymnase en face, donc ils finiront leurs études à côté de chez moi. Et moi, je vais aller 2-3 fois au travail où j'ai le train. Faire une demi-heure de trajet. On fait très attention à ça. Souvent, on nous demande nos critères d'investissement. Pour nous, c'est difficile de répondre. Mais le critère numéro 1, c'est la situation. Voilà, j'apprends rien, je t'apprends rien. Je prends un autre exemple, celui d'Aigle. Il y a 10 ans, enfin, il y a 10 ou 15 ans en arrière, on nous regardait avec des grands yeux en disant, mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous allez faire avec? En fait, on s'est rendu compte que le temps nous a donné raison. Sur la place de la gare, là aussi, à proximité bientôt d'un gymnase, à proximité des voies CFF, ça a été 100 logements livrés un coup, loués avant même la livraison de l'ouvrage. Et ça fonctionne. Si vous avez une bonne micro-situation, une qualité de construction aussi qui est au-dessus de la moyenne, on a cette volonté patrimoniale. Donc nous, louer des appartements, aujourd'hui, ça se passe bien. Parce qu'on a aussi volonté en termes de loyer, de pas exagérer, parce qu'on est aussi convaincu qu'on a une responsabilité sociale. Donc ça marche, dans ces petites villes, ça marche relativement bien. On est en train de développer un gros projet à Palaisieux, avec un partenaire suisse alémanique, c'est 500 logements à peu près, mais de Palaisieux au Flon, enfin de notre parcelle au Flon, c'est moins d'une demi-heure. Aujourd'hui, Et aujourd'hui, c'est 800 habitants. Juste. Ouais, on va créer une ville. On crée une ville. Ah ouais. Puis vous faites combien de logements? 500? Ce sera 500 logements à peu près. 500, mais ça, c'est 1500 personnes, ça. 1300. Ah ouais. Donc, ça fait x2 là. mais Palaisieux est une gare hyper passante, parce que c'est le nœud, au fait, le nœud avec Fribourg-Berne. Les TPF aussi qui sont actifs là, non? Mais il aura fallu être patient. C'est le fameux de 2009. Bon, on a eu le coup près de la loi sur l'aménagement du territoire. Enfin, pour la petite histoire, le périmètre initial intégrait une zone agricole. Surface d'assolement qui plus est. Donc, autant dire qu'on est venu toquer à notre porte en disant, il y a peut-être un petit problème. Mais on avait cette chance-là d'avoir la partie qui était constructible. Théoriquement constructible, elle était en tout cas affectée à du logement. Donc, par cette planification d'aménagement, on devrait normalement arriver au bout. On est assez optimiste pour que ça se fasse cette année. De l'aménagement. Cette année déjà? Ouais, normalement, si tout va bien. On obtient le plan de quartier. Ouais. Après, on a les permis de construire. Après, il reste les permis. On leur a fait le plus dur. Ok, magnifique. Félicitations en tout cas. Est-ce que vous avez des projets, des types d'investissements bien spécifiques que vous préférez ou pas spécialement?
Non, oui, enfin, l'ADN ou l'historique de Next Immobilier, c'est du résidentiel avec une petite partie de commercial en bas d'immeuble. Ça, c'est très clair. Ça, c'est notre genèse ou notre départ. Mais aujourd'hui, on a assez diversifié parce que autant on fait du margencel à Aix, son logement de 5000 m² de surface commerciale en bas, en face d'une gare. On achète un immeuble atypique, iconique, lausannois, où il y a la Bavaria, le restaurant de la Bavaria, où là, il y a le restaurant et 7 petits logements au-dessus. Ce qui nous guide très clairement à majorité résidentielle, effectivement, parce que c'est quand même notre ADN. Par contre, aujourd'hui, comme je le disais, on va prendre un peu plus de risques et on étudie aussi des choses un petit peu différentes. Nous, on croit à une chose, c'est effectivement les fins d'usage. C'est de se dire, aujourd'hui, la station essence, au plein centre-ville de Lausanne, c'est peut-être plus lieu d'être. À terme, il y a peut-être plus, surtout à Lausanne, où là, effectivement, on est en train de réduire drastiquement les places de parc et l'accès, je serais tenté de dire l'accès agréable à la ville par la voiture. On se dit, cet emplacement-là, il a peut-être plus lieu d'être dans 10, 15 ans. Donc, pourquoi pas mettre une option sur de station essence et un jour ou l'autre, on fera du développement là-dessus. C'est pas pour tout de suite, on a le temps. On a le temps d'attendre. OK, on a un locataire, on a un exploitant de la station essence ou du garage, ou c'est peut-être un garage aussi, un vieux cinéma, par exemple, ce genre d'activité, de mettre une option là-dessus, de se dire, attends, disons, il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose, le monde va changer. Aujourd'hui, on le voit, ça change beaucoup plus vite de ce qu'on croit. C'est que c'est très rapide. Le digital, c'est encore pire parce qu'aujourd'hui, vous achètes une caméra, quelque chose ou une GoPro. Demain, elle est déjà obsolète. Très vite. Et dans l'immobilier, je pense qu'on va prendre ce virage. Alors, je pense que ça restera forcément un petit peu plus long parce que ça reste de l'immobilier, mais nous, on croit très clairement à ça. On croit au nouveau fonctionnement aussi. Typiquement, là, on revient d'un déplacement sur Marseille pour voir des co-living, co-working. Aujourd'hui on fait pas de commercial, mais demain peut-être, parce qu'il y a peut-être des immeubles à Lausanne où on pourrait créer avec un exploitant reconnu français, se disant cet immeuble-là bien placé, on va peut-être pouvoir faire autre chose. On va pas faire du bureau traditionnel. Nous aujourd'hui d'acheter du bureau traditionnel fermé, ça nous intéresse pas. Par contre d'acheter du bureau innovant, on peut faire un co-living, co-working ou des manières de travailler différentes, ça peut nous intéresser. D'être innovant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On a regardé des thématiques de logistique aussi. Où là, logistique, on est peut-être un peu tard. C'est ce qu'on se dit, on a peut-être raté le train, là. C'est beaucoup développé, moi je pense que c'est pas terminé encore. Mais... Je sais pas s'il y a encore énormément de marge, on n'en est peut-être pas assez au point là-dessus. Mais voilà, toutes ces thématiques-là, on essaie de les regarder et justement de faire les choses un petit peu différemment de ce qu'on sait faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a toujours énormément de peine quand on nous dit c'est quoi vos critères. Le courtier, bonjour, c'est quoi vos critères? On n'a pas de critères. Alors, si on a un critère, c'est la pérennisation des avoirs dans le temps. C'est de garantir la valeur patrimoniale de ce qu'on achète à Next ou à après-demain. C'est ça. Bon, ça c'est clair. Ça, c'est clair. C'est clair, mais pas toujours facile à mettre en œuvre et à expliquer. Non. Sur le principe, oui. Dans les faits, sur certains immeubles, c'est vrai quand ça nous arrive des fois de dire celui-là oui, mais celui-là non. Il y a toujours cette notion de valeur patrimoniale qu'on a dans un coin de notre tête. Et par rapport à l'inertie de l'immobilier, pour revenir rapidement là-dessus, c'est vrai je pense qu'aujourd'hui, dans un monde qui va tellement vite, on a vraiment de la peine avec ça, à comprendre et à assimiler le fait que l'immobilier, c'est extrêmement lent et ça va de plus en plus lentement en plus. C'est ça qui est fou. Et je trouve que Alex Weber a très bien représenté ça, en tout cas en Valais. Parce que Alex Weber, donc on a arrêté de construire des résidences secondaires dans toutes les stations de ski, parce qu'on peut plus le faire. Et on est en train de terminer les dernières résidences secondaires maintenant, 10 ans après, 10 ans après la loi, même plus que 10 ans, de ce qui a été autorisé il y a 10 ans, parce qu'entre le temps des procédures, le temps en plus, l'autorisation était déjà là, mais on a l'autorisation dans 3 ans, on peut repousser 2 ans, on commence la construction, on sait comment c'est, quoi. Voilà, exactement, on commence le radier, machin, on fait une petite pause. Et donc, sur la durée, c'est assez des énormes sous-sols. Ça, les gens, d'ailleurs, n'arrivent pas à comprendre. En résidence secondaire, c'est impressionnant de dire, mais pourquoi c'est neuf et j'ai le droit d'utiliser en résidence secondaire, c'est pas possible. C'est un truc de fou, quoi. Mais on arrive au bout, là, maintenant. Donc, on verra comment ça va évoluer dans le domaine de la construction, surtout. D'ailleurs, d'un point de vue construction, j'ai parlé avec un architecte encore cette semaine, qui me disait, franchement, on sait pas comment ce sera l'année prochaine, l'année d'après. Parce que les projets diminuent. C'est clair qu'aujourd'hui, on paye 30% plus cher qu'il y a 2 ans pour construire la même chose. Ça change là-dedans dans les calculs aussi. Potentiellement, des autorisations qui sont délivrées aujourd'hui, peut-être que les gens vont se dire, je repousse quoi.
Au niveau des plans Stratégie. financiers, la tenue des plans financiers qu'on a fait il y a 3 ans en arrière en termes de construction, CFC 1 à 5, c'est vrai que le 800 ou 820 francs le mètre cube a été mis à mal sur certains projets. Ouais. Mais là, j'ai l'impression, alors effectivement, il y a eu des grosses turbulences. C'était sans doute le bon moment de signer des contrats entreprise Total en tant que client plutôt que de partir en SI à 102 puis de le faire soi-même et puis de prendre tous les risques. Donc c'est bien pour ceux qui ont réussi à faire porter le chapeau par les entreprises de construction. Ça a l'air de se normaliser un petit peu. En tout cas, l'approvisionnement des matériaux, on voit qu'il est revenu plus ou moins, effectivement, que ce soit l'acier, le béton, etc. C'est revenu plus ou moins à des taux post-Covid ou guerre. Enfin voilà, je crois qu'on a là un peu stabilisé. En termes de prix ou de délai, de durée? De délai et de prix. Ah ouais. C'est un peu baissé. Surtout, après, je pense que on est toujours plus haut sur les prix, mais on voit la tendance. la tendance un peu baissière, ouais. Mais après, je pense aussi, on construit trop cher. En Suisse, on en parlait cette semaine. On faisait le parallèle parce qu'en France, visiblement, ils ne discutent pas du prix au mètre cube, mais ils discutent plutôt sur des ratios de prix au mètre carré, de surface utile. Et eux nous disaient, on rénove ou on construit un immeuble à 2000 euros, 1 euro ou franc suisse, peu importe aujourd'hui, mais 2000 euros le mètre carré, uniquement les surfaces utiles. Et nous, on double. Surface utile. Ouais, on double. Purée. Sur des immeubles Minergie, hyper bien isolés, etc., avec beaucoup de techniques, on en a presque au double. Ouais. Donc il y a très clairement des modèles qui fonctionnent en France qui ne fonctionneraient pas en Suisse. Et je parlais effectivement de ce co-living ou de coworking où tu dois laisser beaucoup d'espaces communs que tu ne loues pas forcément. Tu loues ton petit bureau, tu loues ta chambre, mais il y a des espaces communs, un cinéma, etc. Mais ces espaces-là, en Suisse, c'est compliqué de les valoriser. Parce que si tu les valorises pas, tu sais, déjà, ton loyer, tu es au maximum de ton loyer. Si en plus, tu dois te soustraire de certains de ces espaces, le modèle ne fonctionne pas forcément partout. Ouais. Et ça, aujourd'hui, en tout cas en Suisse, je trouve ça, c'est une problématique, le coût. Le coût de la construction. Ouais, parce que les contraintes sont très élevées aussi. Le niveau de qualité est très élevé. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on est face à cette problématique. C'est qu'aujourd'hui, on fait des plans financiers. Parce que tu parlais de 4 ans en arrière, mais aujourd'hui, on fait des plans financiers pour les 4 prochaines années. On parlait du projet qu'on a fait. Et aujourd'hui, ça devient un peu. Il faut prendre des réserves. Est-ce qu'on en prend trop ou est-ce qu'on en prend pas assez? On n'est jamais assez prudent. Mais il y a des réserves à prendre. C'est clair. Aujourd'hui, quand on fait. C'est simple. On a fait un plan financier en 2023 pour 2028-2027. Quand tu dois dire le prix que ça va te coûter à la construction, c'est délicat. Donc, en plus, vous n'avez pas la question des taux, vous. Ceux qui ont la question des taux, c'est encore autre chose. Non, on n'a pas la question. La question des taux, très clairement. Du coup, c'était comment le plan financier en 2009 que vous allez construire l'année prochaine? En termes de coût de construction? Je pense qu'il était. Non, alors, ça a évolué depuis. Alors, la chance. On révise de temps en temps quand même nos plans financiers au fil des ans. Non, et puis la chance qu'on a. Version 1 par rapport à la version 13. Le terrain, le prix du terrain n'a pas évolué. Les prix de construction ont certes évolué, mais les loyers ont aussi beaucoup évolué. Okay. Parce qu'effectivement, les prix de construction ont grimpé. Mais je vais pas te faire un dessin sur les prix de la location. Ouais. Et encore plus sur des territoires périphériques. On a pris bien 20 à 30% sur les prix de location. Donc donc ça va. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce projet-là, on a acheté les terrains petit à petit. Un par un, on a mené nous-mêmes le développement, donc on a assumé ces risques sur un développement qui s'est pas relativement, mais qui s'est très bien passé. Donc ça te permet de garder une belle plus-value qui peut compenser dans certains cas, ça n'a pas été nécessaire sur ce cas, mais qui peut aussi compenser sur certains cas des surprises. Des petites surprises ou des grosses surprises qui peuvent atteindre les millions dans notre domaine d'activité. Ouais. Donc ça s'est très bien passé. On a plutôt une bonne surprise. Je serais tenté de te dire quelques années plus tard, même 2009, 2000. On a sorti quand? 2020. On est sorti durant le Covid. Ouais. Donc 11 ans plus tard, on a eu une bonne surprise. Mais parce qu'on a à peu près bien fait notre boulot, parce qu'on a pris des réserves, parce qu'on fait attention, parce qu'on a proposé une très très bonne qualité. Le fait de pouvoir, celui-là on l'a construit en traditionnel, donc architecte, DT, sous notre responsabilité, sur la responsabilité des équipes de construction, donc ce qui nous permet d'avoir un regard sur la qualité de ce qu'on construit, et puis l'utilisateur final n'est pas bête, donc il sait comparer, et puis c'est intéressant parce qu'on avait un projet pas trop loin qui nous faisait un peu peur. On a vu le rapport qualité-prix. On l'a rempli bien avant la remise des clés. Donc il y a cet aspect aussi qualitatif qui fait la différence. Ok, magnifique. C'est quoi du coup les objectifs rapidement sur la suite en Next Immobilier?
Sur la suite, aujourd'hui, c'est toujours d'avoir du développement. Aujourd'hui, des développements, de pouvoir s'agrandir, mais pas s'agrandir à n'importe quel prix. Vraiment sur des opportunités assez spécifiques, comme je disais avant, sur des fins d'usage, sur du développement. Aujourd'hui, concrètement, les appels d'offres et les clés en main, je dis pas qu'on n'a pas d'intérêt, mais de moins en moins. C'est vrai que l'appel d'offres, clé en main, grosse entreprise générale, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de caisses de pension, et nous, je pense qu'on a un savoir-faire tellement différent et spécifique que c'est pas fun en plus de signer en bas d'un contrat. Je pense très clairement, c'est, comme le disait Joël, c'est perdurer effectivement dans la création de valeur, dans nos investissements, déjà dans la valeur actuelle où là aujourd'hui on est très attentif à ce qu'on fait sur notre propre immobilier déjà en portefeuille. Je te parlais effectivement de l'impact environnemental qu'on souhaite. Cette vision, c'est pas une vision de 2 ou 3 ans, comme beaucoup ont aujourd'hui, parce que ESG est arrivé. Cette vision-là, elle était dès 2003 par le fondateur, qui s'est dit, OK, je vais construire des immeubles, parce qu'on en a pas mal construit nous-mêmes, mais par contre, je veux déjà mettre des panneaux solaires, je veux déjà mettre des pompes à chaleur. 2003. On avait même des zones de récupération d'eau. Récupération d'eau et récupération des eaux de pluie exactement dans des grands bacs. Donc, il y a toujours eu cette volonté-là. Et aujourd'hui, on a un portefeuille récent, 15 ans, 10, 15 ans de moyenne, enfin 12, 15 ans de moyenne d'âge. Et on répond d'ores et déjà, par exemple, aux objectifs CO2 2030. Donc, notre portefeuille est clean par rapport à ça. On va arriver à 2050. On a toujours cette velléité-là, de vraiment d'avoir cette influence-là. Et également, sur nos immeubles, on parlait des loyers. Effectivement, on souhaite toujours être parfaitement en adéquation avec le marché. Pas trop haut, pas trop bas, mais vraiment parfaitement en adéquation. Et là aussi, on souhaite mettre de plus en plus des services à nos locataires. Et là, c'est l'impact sociétal. Okay. Aujourd'hui, on se dit, comment on va pouvoir faciliter la vie de nos locataires? Aujourd'hui, très clairement, par exemple, on offre l'ensemble des abonnements mobility à l'ensemble de nos locataires. On a des boîtes à colis connectées sur beaucoup de nos immeubles. On a des locaux de sharing de matériel. Aujourd'hui, pourquoi acheter 25 perceuses dans un immeuble que tu sais une fois par année? On met des locaux à disposition où les locataires peuvent venir réserver la perceuse, le four à raclette, la petite échelle, le marteau, etc. Nos buanderies sont intégralement connectées. Aujourd'hui, il y a rien de pire que d'aller faire un planning qui est tel jour. Aujourd'hui, pourquoi la flexibilité elle est partout pour nous? Le locataire trentenaire qui a une vie palpitante de son métier professionnel, la lessive, il a pas forcément envie de le faire le jeudi après-midi à 15h. Mais nous, ça nous permet, dans notre portefeuille, de se dire, je vais pré-choisir mon programme. Je réserve cette plage-là parce que ça convient à mon emploi du temps. Ouais. On a des appartements d'hôtes aussi, par exemple. Aujourd'hui, on se dit, on construit malheureusement ou pas de plus en plus petit, parce que les mètres carrés sont de plus en plus chers. On met à disposition un appartement suivant la grosseur du projet en se disant, tu peux louer cet appartement pour tes visites, ta famille qui vient de te rencontrer, et tu payes uniquement le nettoyage et les draps de l'appartement en question. Donc, ça sera moins cher que d'aller à l'hôtel, par exemple. Donc, on essaie vraiment de créer ça aussi, d'installer des tables de pique-nique, des espaces barbecue, pour se dire pourquoi aujourd'hui, pour se dire, le locataire, on le fidélise, qu'il parte pas s'il y a un immeuble à côté qui se construit, admettons, pour 50 fois moins cher. Parce que s'il part chez nous, il va perdre une multitude de services qui lui facilitent la vie. Et aujourd'hui, ces services sont pas rémunérés. Mais peut-être qu'à terme, ce genre de service, on se rémunérera dessus. Et ça, j'en suis persuadé que l'immobilier changera aussi. Il sera pas forcément qu'immobile. Il sera pas forcément que des murs. Pour moi, il y a peut-être, on se rémunérera aussi, peut-être, parce qu'on voit quand même que les rentabilités immobilières viennent de plus en plus faibles. On se rémunérera peut-être sur l'expérience du locataire. Le locataire, il aura des services. Est-ce que ces services, un jour ou l'autre, peut-être on pourra se rémunérer dessus. Pourquoi pas, à terme, que les logements, chaque locataire puisse choisir un ameublement de son logement. Ok, je viens chez vous, par contre, j'ai 3 ameublements différents, le moyen de gamme, l'entrée de gamme, le VIP. Ok, moi je viens avec vous, avec cet aménagement. Quand je pars, vous vous débrouillez avec l'ameublement. C'est toutes ces thématiques, en fait, aujourd'hui, on n'est pas prêt, mais on essaie très clairement d'y réfléchir. Ouais, aujourd'hui, il y a la notion de fidélisation du locataire qui est devenue importante chez nous. Alors, on l'a dit, ça fait 1 heure qu'on en parle. Aujourd'hui, c'est relativement facile de louer des appartements. Est-ce que ça sera le cas dans 10 ans, dans 15 ans? Peut-être, mais peut-être pas. Et il faut qu'on puisse être là le jour où le vent tourne. Et je crois qu'on est assez fiers aussi cette année. On va mettre en place des RCP, c'est des regroupements de consommateurs électricité propres. C'est-à-dire qu'on a déjà des panneaux solaires, mais on rajoute des panneaux solaires sur nos toits et on va vendre notre propre énergie à nos locataires. Moins cher que le marché. C'est-à-dire que les gros fournisseurs d'énergie, ils sont, je sais pas, à 20, 25 centimes. Nous, on va vendre 20% en dessous du marché, notre propre énergie aux locataires pour qu'ils puissent en bénéficier.
Donc nous, Excellent. on va être gagnant parce qu'effectivement, ok, on a acheté les panneaux, mais on a une rentabilité sur l'installation de ces panneaux. Et le locataire, il peut que signer et être d'accord parce qu'il va payer moins. On s'engage à qu'on lui fournisse l'énergie 20% moins cher que le marché. Et ça, c'est des choses vraiment qui sont très très importantes pour nous en fait. Cette vision future de ce qui va se passer sur notre immobilier pour perdurer la valeur le plus longtemps possible. C'est vraiment une vision à long terme Ouais. de Clairement, de patrimoine. Ouais. Ouais. Vous avez vu rapidement en 2 mots là les quelques immeubles qui commencent à sortir là, typiquement à Sion, il y en a un centre de Sion qui s'appelle Rubix. Avec ses parois qui bougent pour les studios. Donc c'est des parois qui sont sur des rails. Movement. Ouais, exactement. Movement, Voilà. Ouais, c'est le nom du projet. On a déjà été voir. Ah ouais. Vous allez en refaire. Ouais, on essaye d'être à la page. On essaye de voir, on essaye de voir ce qui se fait sur le marché. On essaye de voir ce que font les bons acteurs du marché. Ouais. Alter est une très belle société, avant-gardiste sur certains aspects. Ça en est la preuve. Effectivement, en termes d'optimisation d'espace, c'est absolument, pas mal. absolument génial. Vous appuyez sur un bouton, vous avez votre cuisine qui s'agrandit en même temps que votre chambre devient vrai. plus petite et vice versa la nuit. C'est absolument génial. On s'y est intéressé, on en a discuté directement avec eux. C'est des partenaires sur d'autres projets, Ouais. des gens avec qui on s'entend très bien. Donc oui, c'est Ouais. typiquement le genre de choses Qui nous intéresse. qui nous Enfin, intéressent. voilà, c'est ces choses excellent. qui brouillent les cartes. Ouais, tout à Et c'est fait. paradoxal parce que on commence l'interview, on est conservateur, mais voilà. Et aujourd'hui, on brouille les cartes et vraiment, on va être de l'autre côté, et vraiment être beaucoup plus, enfin, on est innovant et encore plus innovant et trouver justement l'habitat de demain, très clairement, que ce soit l'habitat ou le travail. Ouais. Ça peut être parce que, à mon avis, l'habitat et le travail vont de plus en plus être imbriqués. Ouais, Tu bien ne sûr. seras plus quand tu travailles que quand tu es en congé. En gros, moi j'ai un peu cette vision-là. J'imagine qu'à terme, on sera Ouais. encore plus imbriqué dans les. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas pour faire la distinction, je sais pas. Mais j'ai l'impression que tu vas travailler chez 100%. toi, tu travailleras là, tu travailleras à ton bureau, tu viendras. Voilà, tu seras très mobile, très flexible dans tout ce que tu vas faire. Et par contre, les pays sont pas prêts pour ça. Hein. Ils sont pas du tout prêts pour ça. Les Et moi, les avec activités. Internet, j'en vois vraiment Ouais. des gens qui travaillent de partout. Mais typiquement, les Français en France qui travaillent sur Internet, il n'y en a pas un qui reste en France. Et ça c'est Ok, pas. ouais. En fait, le Ouais. système n'est pas conçu pour ça et ils sont pas prêts Ouais. encore pour cette transition qui est vraiment en train d'arriver. À grand Très pas. clairement. Alors voilà, merci beaucoup en tout cas pour le partage d'expérience, c'était vraiment très intéressant. Merci à toi. Merci J'espère que à vous avez toi. apprécié. Et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. À toi aussi. À la prochaine. Ciao. Bonne journée. Prochaine. Ciao. Ciao.